Bienvenue à cette édition du 6 juin 2019, votre balado-diffusion préférée du centre-ville. Alexandre Tourigny en compagnie de l'excellence même, Mathieu Jolivet. Comment ça va, Mathieu? Présent. L'excellence même est présente. Comment ça va, Alex? Ça va très bien. Alex qui vient de m'avouer qu'en ce moment, c'est comme une espèce de nuage avec plein de basketball un peu flou, tout regroupé ensemble depuis 2 mois. Parce que toi, en plus, tu as voyagé. C'est ça la différence avec moi. Je voyage à Toronto. Je reviens ici. J'aurai la chance de me rendre du côté de Toronto pour le match numéro 5 de lundi. Et s'il y a un match numéro 6, j'aurai la chance de vous parler en direct du Oracle Arena de Oakland. J'espère honnêtement. Je Je te le souhaite parce que ça serait incroyable d'aller en Californie vivre un match ailleurs qu'à Toronto, puis peut-être de voir le trophée être soulevé. Ouais. Mais c'est sûr que c'est des vols de 6 heures puis tout ça. C'est pas simple. Là, mais... J'aime autant voir le trophée être soulevé lundi. Oh! Est-ce que ça se peut? Écoute. On ne sait pas, c'est la grande question, mais les Raptors hier, Mathieu, qui ont pris les devants 2-1 dans la série en battant les Warriors de Golden State, privés de Klay Thompson et de Kevin Durant. Fait que quand on s'était parlé la dernière fois, c'était... toi, en fait, ça fait longtemps. pas là jeudi dernier. Donc, toi et moi, on s'est pas parlé depuis 2 semaines, mais... on se parle jamais. On se parle pas. Mais on se parle tout le temps. En même temps, c'est ça l'affaire. Jeudi dernier, on a fait une balado spéciale Facebook Live. On avait Peter, on avait Max Boudreau, on avait Will au bout du fil, on avait Francis Jeté à la fin de l'émission. On avait des questions Facebook Live, c'était fantastique. Et à ce moment-là, c'était le début de la série, le soir même. Donc, on va vous parler, on va revenir sur les matchs 1, 2, 3 au cours des 30 prochaines minutes environ. Là, ton scénario de se terminer en 5 à Toronto, c'est pas hors de question, mon cher, parce que basé sur où on est rendu, les blessures et tout ce dont on va parler, écoute, les partisans des Raptors, là, ils commencent à rêver. Ils peuvent rêver. C'est dangereux d'aller trop loin dans sa tête parce qu'on joue contre Goliath, là. On joue contre, du moins, une forme amoindrie à cause des blessures, mais c'est quand même l'équipe qui a soulevé le trophée 3 fois lors des 4 dernières saisons. Alors, n'allez pas penser que c'est juste une question de temps avant que les Raptors soient champions. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est un Goliath avec une jambe et un bras cassé. Plus facile à vaincre, mais quand même encore un géant. Mais l'autre bras, là, le bras droit, là, qui n'est pas cassé, là, c'est celui de Steph Curry qui tire les 3 points. Ouais. On l'a vu hier. Donc, c'est pas fini tout ça. Mais oui, c'est le scénario idéal pour les Raptors, ce qui se déroule en ce moment. Parce que tu commences la série, tu te dis on a des choses à prouver. OK, Kevin Durant n'est pas là, mais nous, on n'a jamais été ici en finale. Eux autres passent leur vie en finale. Mais c'est peut-être ça le problème aussi. Oui, c'est peut-être ça le problème. Mais il reste que les Raptors ont montré à l'Amérique tout entière, au monde entier, à ce point-ci. L'univers? L'univers, oui, le cosmos. Voilà. Qu'ils n'ont pas peur. Oui, exact. Qu'ils n'ont pas peur. On l'a vu encore hier. Oui, il y a un élément de confiance qui doit venir avec le fait que KD et Thompson étaient assis sur le banc hier. Mais il reste qu'à chaque fois que Curry marquait un de ses 47 points, les Raptors avaient une réplique. Les Raptors avaient l'air calmes. Les Raptors ont eu une production équilibrée. Donc, on reviendra au match numéro 3 dans les prochaines minutes, là, mais franchement, moi, c'est une des choses qui me saute aux yeux. Donc, tu as vécu les matchs 1 et 2 à Toronto. Parlons de l'ambiance générale. Tu l'avais vécu lors des rondes précédentes, cet engouement. Est-ce qu'on est allé à un niveau encore plus élevé de folie là-bas? Écoute, j'ai eu la chance de vivre le match numéro 6 contre les Bucks de Milwaukee, qui pour moi a été le summum. Est-ce que c'était mieux? Est-ce qu'il y avait davantage d'ambiance que le match numéro 6? Honnêtement, je pense pas. Parce que dans le match numéro 6, on avait la chance de passer en grande finale pour la première fois. Si on mène 3-1, c'est certain que dans le match numéro 5, ça va être complètement fou. Mais j'ai vécu un match en deuxième prolongation. J'ai vécu le match numéro 6. Donc, c'était similaire. Par contre, dehors, je peux vous dire qu'à Jurassic Park, déjà dans le match numéro 6 contre les Bucks, on avait des gens qui faisaient la file depuis, 4, 5, 6 heures avant le match. Dans le match numéro 1, il y a une dame, une fille qui était dehors depuis 4h30 le matin. Mm-hmm. Dans le match numéro 2, il y a un gars qui... Minuit 30. Minuit 30. Écoute, là, le match est à 8h. Tu fais la file à partir de minuit 30. Donc, clairement, tu t'es pas levé comme une demi-heure avant. Là. Donc, tu es 24 heures à l'extérieur, réveillé. Ouais. Peut-être que tu peux dormir dans une tente, peut-être sur un sleeping bag si tu as de l'aide. Il y a eu un coup 24 de pub. heures avant le match. Tu as vu le même coup de pub que moi, là? Uber Eats, qui est allé livrer de la bouffe. Non, qui est allé livrer du McDo à Jurassic Park pendant la journée du match 2
à tous ces fans qui n'avaient pas pu juste quitter la ligne et aller se nourrir et tout ça. Alors, eux autres ont profité de la situation. On fait parler d'eux sur les médias sociaux, mais c'est un peu ça, là. C'est que tu passes la journée assis dans une chaise, dans une ligne dehors, à te dire, puis c'est même pas pour voir le match, là, dans l'amphithéâtre. C'est pour être dehors, devant l'écran, bien positionné, dans la gang. Ça, c'est complètement débile. Et l'autre chose que je pense que tu peux peut-être nous raconter, c'est que la logistique, l'organisation de la finale, c'est autre chose. La NBA prend le contrôle, le gratin débarque en ville, les demandes internationales pleuvent de partout. Là, ça, c'est quand même intense. Oui, exactement. J'ai eu la chance de vivre la journée des médias du mercredi. Et c'était spectaculaire. Honnêtement, il y a des médias, comme je le disais à tout le monde, évidemment que c'est pas le Super Bowl. Je vois à quoi ça ressemble un peu la journée des médias du Super Bowl. Ça ressemble pas à ça. Mais ce qui était plaisant, c'est qu'enfin, tous les joueurs étaient disponibles. Donc, tu avais les grandes vedettes qui étaient au podium principal dans la salle de presse. Et tu avais 4 petits podiums installés chaque coin du court. Et il y avait deux vagues. Donc, il y avait 8 joueurs au total sur le terrain. Puis, tu avais peut-être 2-3 joueurs, plus les coachs, donc plus Nick Nurse pour les Raptors, Steve Kerr pour les Warriors de Golden State. Mais dès que tu arrives, là, tu vois que la logistique est vraiment différente. Je suis allé chercher mon accréditation 1 heure avant la pratique dans une espèce de roulotte de fortune et tout. Et il y avait déjà une file pour ça. Et j'ai vu les accréditations dans les boîtes, là. Imaginez-vous là, cette table-là remplie de petites accréditations très, 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 très minces qui fait peut-être, je ne sais pas, 3 mètres par 2 mètres. Là. On a accrédité, du moins, la semaine passée, on était rendu à 500. Wow. 500 membres des médias. Dans la journée des médias du mercredi, il y en avait au moins 200. Alors, quand tu veux parler à un joueur, sur un petit podium, là, ça joue un peu du coude. Mais c'était super plaisant. J'ai eu la chance de voir Guillermo également, le comédien / humoriste de l'émission Jimmy Kimmel, qui pose toujours des drôles de questions aux joueurs de la NBA. Je me souviens, il voulait absolument parler à LeBron James au cours des dernières années. Il lui a fait livrer un sandwich par un de ses coéquipiers. Il a fait prendre un shot, il a fait prendre un shooter. Un shooter, exactement, de sirop d'érable à O.J. Anunoby, à Norman Powell. Il est grimpé sur une petite échelle pour voir à quel point Marc Gasol était grand. Il ne lui a pas parlé, là. Il a juste dit, Marc, attends ici. Il est monté sur une échelle. Mais il est là pour déstabiliser. Ils veulent sortir de là une coupe de reportage où ils déstabilisent complètement les joueurs et leur lancent des questions du champ gauche pour voir leur réaction. Et Jimmy Kimmel est diffusé à ABC, la même station américaine qui a les droits pour la finale. Donc tout ça est quand même logique. Tu apprends plus que juste du contenu de 3 personnes sur des chaises avec des casques d'écoute qui jasent de choses sérieuses de la game. Il faut que tu aies aussi des moments plus légers. Donc j'avoue que de voir ces gens-là en personne, c'est un petit peu particulier. Et tu as croisé donc plusieurs anciens joueurs de la NBA aussi qui entre autres Chris Bosh. Oui, Chris Bosh très sympathique. Mais travaille pour TSN pendant la finale et qui a même fait la narration d'un montage d'ouverture. Je pense que c'était au match numéro 2 pour TSN. Et dans le fond, sa première phrase, c'est « Il fut une époque où rien de ceci ne semblait possible à Toronto. » Et lui en a fait partie de ces années difficile, entre guillemets. Les Raptors connaissaient un certain succès. Bosh les a déjà amenés en série, mais jamais au point où on pensait qu'ils pouvaient aspirer à être grands champions. Alors, pour lui de revenir, de constater ça, je pense que les gens l'aiment encore. Ils étaient déçus quand Bosh a quitté pour Miami à l'époque, mais autant Carter a contribué à l'ascension de l'organisation, autant DeRozan et Casey, dans les dernières années, ont eu leur mot à dire et se jugent... DeRozan qui se dit j'ai été le sacrifice là, qui a été nécessaire pour arriver là. Autant Bosh a eu un impact majeur parce que ça prenait des gros noms pour capter l'imaginaire. Donc, non, de voir tout ce monde-là revenir au bercail, là, c'est quand même spécial. Et dans le match numéro 1, il y a également eu une présentation au centre du terrain avec la plupart des grands beaucoup, joueurs. Hein? Il était une dizaine. Mais il manquait Vince Carter. Oui, c'est sûr. Et là, Vince Carter travaille pour ESPN, donc du côté de Oakland. Là, j'ai hâte de voir dans le match numéro 5. Est-ce que Carter sera là? Juste brièvement, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport à DeMar DeRozan et Dwayne Casey, le premier à prendre la parole dans la journée des médias, le président des Raptors, Masai Ujiri, et il a vanté rapidement. Il a dit justement, on n'est pas arrivé là par hasard. C'est vraiment la continuité de ce que Dwayne Casey a fait. On remercie également DeMar DeRozan pour son apport.
je suis pas sûr que j'aime ça, moi, un DeMar DeRozan qui dit c'est presque en fait grâce à moi si on est là présentement. On sent qu'il est en tout cas, je suis pas dans son cerveau, je veux rien présumer, mais on dirait qu'il est amer par rapport à un Chris Bosh qui a remporté ses championnats avec le Heat anyway. Mais je sais pas à quel point il est amer, puis pourquoi tu vas sortir ça pendant la série finale? Ben, je me mets dans sa peau quelques instants. Je peux jouer à l'avocat du diable, mais je peux le faire dans les deux sens, en fait. Si je suis dans sa peau et je veux comprendre ce qu'il dit, je serais moi aussi un petit peu, pas perturbé, mais j'aurais de la difficulté à regarder ça à la télé et dire, moi, j'ai été là pendant les dernières années, puis la minute où on m'échange, on devient vraiment meilleur et on est à 2 victoires de gagner le championnat et de voir que moi, je suis arrivé au sprint final et qu'après ça, j'ai été largué puis que là, tout le monde va célébrer sans moi. J'avoue que ça doit être difficile à regarder. Mais d'un autre sens, c'est pas le sacrifice de DeMar DeRozan qui est en train de tout rendre ça possible parce que il y a les circonstances autour de la disponibilité de Kawhi avec la blessure, le fait qu'il n'a pas été échangé à valeur égale. Il a été échangé parce qu'il restait un an de contrat, parce qu'on ne savait pas s'il allait être en santé et parce que les Spurs devaient se débarrasser de lui avant de le perdre pour rien à la fin de la saison. Et DeRozan devenait le meilleur morceau qu'il pouvait aller chercher dans les circonstances. N'allez pas penser que DeRozan est aussi bon que Kawhi puis que tout ceci serait en train de se passer si DeRozan n'était pas parti. Je comprends qu'il a été sacrifié pour obtenir Kawhi, mais on est passé à une autre stratosphère avec Leonard. Donc, je regarde ça puis je me dis, regarde, il aurait probablement dû rien dire de DeMar DeRozan, mais j'avoue qu'assis dans son salon à regarder son bon ami Kyle Lowry puis tous les membres d'organisation qu'il connaît bien, sur le point de gagner le championnat, ça doit être difficile à digérer. Mais la vérité, c'est que si DeMar DeRozan avait été meilleur contre les Cavaliers de Cleveland l'an dernier, et si les Raptors avaient battu les Cavaliers, peut-être que ce sacrifice-là n'aurait pas eu lieu. Tu avais juste à gagner, tout simplement, et c'est exactement le contraire qui est arrivé. Donc, pour moi, tais-toi, tout simplement. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, revenons sur les matchs 1, 2, 3. Match numéro 1, honnêtement, super impressionnant du côté de Toronto. Ils sont sortis forts. Ils ont résisté à l'assaut des Splash Brothers. Ils avaient des réponses. Kawhi n'était pas encore à son meilleur, mais Pascal Siakam a été absolument exceptionnel, surtout pour un gars qui jouait évidemment son premier match en finale et qui n'avait pas bien performé dans les matchs les plus stressants, les plus à gros enjeux des rondes précédentes. Donc, je pense que c'était la façon idéale pour Toronto de commencer la série, d'autant plus que Golden State avait gagné son match 1 des 12 dernières séries auxquelles ils avaient joué, alors qu'on sait que les Raptors, eux, c'est le contraire. Et difficile, beaucoup de difficultés au match numéro 1. Peu importe si c'était en finale ou pas. Donc, on venait de lancer, je ne sais pas comment tu l'as vécu dans l'aréna, mais à nos partisans et à tout le monde qui regardait, un message, on n'est pas là en figurant. Non, exactement. Puis, là, c'est comme difficile de parler juste du match numéro 1, mais juste une brève parenthèse. Les Raptors ont gagné tous les quarts de cette série-là, sauf le 3e et le 4e du match numéro 2. 10 sur 12. 10 sur 12. Ça en dit long, ça. Donc, 4 sur 4 dans le match numéro 1. Et tu as raison, Steph Curry a très bien fait dans le match numéro 1 avec 34 points. Klay Thompson avec 21 points. Le problème, c'est le reste. Offensivement, Draymond Green était à 10 points. On n'a pas connu nécessairement un grand match. Ouais, on a marqué 109 points pour les Warriors, mais on n'a pas connu un excellent match. Tu as parlé de Pascal Siakam. Il y avait 4 jours entre la fin, je crois, de la série contre les Bucks et le début de la finale. Et Pascal Siakam, à mon avis, n'est toujours pas à 100%. Encore une fois, blessé à un mollet. Et c'est drôle, hein, après 4 jours de repos, arrive avec une performance de 32 points, mais pas seulement 32 points, 14 en 17 du plancher. Il a été à peu près parfait. Siakam, tu en as parlé, 32 points pour un joueur qui dispute son premier match de finale. Ça le place au 5e rang de tous les temps de la NBA. On parle d'un joueur là, qui était sur le banc l'an passé. Ah, c'est incroyable. C'est complètement fou pour Pascal Siakam. Kawhi Leonard, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on a réussi à gagner contre la meilleure équipe de la NBA avec un Kawhi Leonard pas à 100%, qui a marqué 23 points. Mais Marc Gasol a été fantastique. Van Vliet est en haut de 10 points. Ça fait 6 tous les matchs depuis 6 rencontres, exactement.
Donc, les Raptors m'ont vraiment impressionné dans ce match-là. Et ça a débordé tout ça sur le début du match numéro 2 à Toronto, où tu te dis, là, ils peuvent vraiment mettre de la pression sur les champions en titre s'ils vont chercher cette rencontre-là. En même temps, on savait que les Warriors allaient être fin prêts pour ce match numéro 2. Et ils faisaient bien, les Raptors. Ils menaient par une douzaine de points en première demi. Il y a eu une run, entre guillemets, de Curry et des Warriors à la fin du deuxième quart. Et ça a laissé... ça a débordé sur le troisième quart d'une façon spectaculaire. À peine. J'étais à la description en studio avec Max Paulus et Will Archambault. Et on se regardait en se disant qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que oui, d'avoir des séquences dans la NBA, c'est normal. Ça arrive à tous les matchs. Mais une séquence de 20-0 essentiellement, fin du deuxième, début du troisième quart. 18-0 début du troisième. Mais... Ça a pris quoi? Les 4 minutes et demie, presque 5 minutes au début du troisième quart avant que les Raptors marquent un seul point. Alors, ton travail dans cette situation-là, parce que la vague déferle sur toi, c'est de stopper l'hémorragie. Comment tu stoppes l'hémorragie? Il faut que tu te rendes à la ligne de lancer franc. Il faut que tu trouves un petit tir de l'intérieur. Il faut que tu trouves une façon. Ouais. Et les Raptors ne trouvaient pas cette façon, alors que Golden State coupait vers le panier. DeMarcus Cousins jouait bien, faisait des belles passes. Les gars finissaient autour de l'anneau. Alors, le match s'est perdu là pour Toronto parce qu'il faut que tu trouves une façon de calmer le jeu. Ils n'ont pas été en mesure, que ce soit Kawhi, Siakam, Lowry, tous ces bonhommes-là. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que ça va changer la série ou est-ce que c'était juste une erreur de parcours? Parce que Klay Thompson, en plus, se blesse en deuxième demi, ne joue pas essentiellement le quatrième quart. Et le gouffre à combler était trop grand. Ils sont passés proches à la fin, une coupe de gros tirs, se sont ramenés à 2 points, mais ont manqué de ressources et Iguodala qui réussit un gros tir. Mais tu te dis, un peu comme on avait vu à d'autres moments dans les séries, est-ce que c'est une opportunité qu'ils viennent de gaspiller, d'avoir tellement mal géré ce début de troisième quart qu'ils ne peuvent pas battre une équipe devant eux qui n'a pas KD, qui n'a pas Thompson, puis qui n'a pas Looney non plus, qui s'est fracturé la clavicule. Alors, je suis sorti de ce match-là en me disant c'est intéressant, je suis pas sûr que j'aime ça. Mais on l'a vu hier au match numéro 3 que tu as décrit, la réponse a été parfaite. Oui, la réponse a été parfaite. Et pour revenir brièvement sur le match numéro 2, moi, ce qui m'a inquiété dans cette séquence de 18-0-là, c'est pas tant le 18-0 parce qu'on en a vu beaucoup de matchs là, de basket. 18-0, je comprends que les Warriors menaient à un certain moment donné, je pense par 12. Tu peux remonter ça quand même. Pas facilement, mais ça se fait. Le problème dans cette séquence-là, c'est qu'au milieu, les joueurs ont perdu confiance. On se débarrassait du ballon, on cherchait Kawhi. Je me souviens, Serge Ibaka est en haut de la clé, si je me souviens bien, à un moment donné. Puis il est à peu près tout seul, mais il n'y a personne qui a confiance. Ils sont shakés, entre guillemets. C'est la première fois que je vois les Raptors shakés comme ça. J'ai le goût de dire match numéro 1 des Bucks, mais encore là, on a essayé quand même. Mais là, je me disais, OK, est-ce qu'on retombe dans nos mauvaises habitudes? Là, est-ce qu'on va juste chercher Kawhi? Parce que c'est drôle, ça faisait 5 matchs de suite que les Raptors gagnaient. On dirait qu'on s'attendait automatiquement à une défaite. C'est la première fois que les Raptors étaient dans le trouble véritablement depuis un petit bout. Et là, je me disais, bon, est-ce qu'ils commencent à paniquer? Est-ce qu'ils vont être capables de remonter? Et ils l'ont fait quand même. Parce que défensivement, on a été excellent. Fred VanVleet sur Steph Curry, ça me fait penser à Mathieu Dellavedova 2015, le match numéro 2. Je pense que Steph Curry avait terminé 5 en 23. Quelque chose comme ça. Dellavedova suivait Steph Curry tout simplement. Il ne faisait rien d'autre, là. On suivait Steph Curry. Ça a duré un match. Fred VanVleet, ça aura duré 2 matchs parce qu'hier, on s'entend que Steph Curry était sur une autre planète. Mais défensivement également, on a joué un box and one qui est un peu chien, entre guillemets. Là. Et expliquons pour les gens qui nous écoutent. Puis d'ailleurs, ça, c'est un des commentaires qui est ressorti au cours de la dernière semaine. C'est qu'il y a des gens qui regardent cette finale, mais qui sont un peu néophytes du basket. Donc, on ne s'adresse pas à eux présentement durant cette balado. Si vous écoutez cette balado, on prend pour acquis que vous êtes vraiment un fan, que vous êtes avec nous depuis maintenant plusieurs mois. Mais il y a des notions qu'on doit un petit peu vulgariser pour les gens à la maison durant les reportages et c'est très correct d'avoir à le faire ici et là. Mais là, un box and one, c'est technique et un box and one, essentiellement, c'est une défensive de zone à part pour un joueur. Alors, tu formes un carré avec 4 joueurs
Donc, 2 en haut de la clé, 2 plus bas dans la clé. Tu les installes en situation où ils forment un carré. Évidemment, le carré doit être malléable. Il doit bouger selon où va le ballon, mais ça doit demeurer une forme carrée le plus possible. Et le 5e joueur, lui, il est assigné à Curry dans ce cas-ci. Donc, un joueur qui joue à Mahom et les 4 autres joueurs qui jouent en zone. Et ça, c'est des stratégies qu'on voit à des niveaux inférieurs, secondaires. Et ultimement, on doit les laisser tomber plus les joueurs deviennent de haut calibre parce que ça marche moins. Mais là, Nick Nurse, lui, est allé pour l'effet surprise. Il sait qu'il ne peut pas faire ça pendant 7 matchs dans cette série-là. Mais dans le match 2, il y a eu du succès. Et effectivement, c'était ce qui était frustrant de cette performance, c'est que défensivement, ils ont fait des belles choses, à part pendant la fameuse séquence fin de 2e, début 3e quart. Ouais. Mais l'attaque était juste pas là. Combien de fois, Alex, il y a eu des tirs dans le match numéro 2 que les Raptors étaient fins seuls, que ce soit Danny Green, que ce soit Kawhi, qui n'a pas eu un bon match du périmètre. Et les chances de rétrécir l'écart à 7, 4, 2 points souvent étaient bousillées, au point où à la fin, on a juste manqué de temps et de ressources. Donc, je pense qu'ils méritaient de perdre ce match. Je dis pas ça méchamment, là, mais de la façon qu'ils ont mal géré la séquence des Warriors et la façon qu'ils n'ont pas réussi à quand même accumuler les tirs ouverts avec succès, ben moi, je pense qu'ultimement, c'était pas une mauvaise chose parce que là, tu t'embarques dans l'avion en Californie et tu dois absolument refocuser. On regarde la bande vidéo. Moi, souvent, j'ai l'impression que les entraîneurs, ils détestent pas une défaite cinglante parce que ça te permet d'avoir des preuves visuelles à l'appui et de ramener tout le monde sur terre. Tu viens de le dire, ils venaient de gagner 4 matchs d'affilée. 5 d'affilée. Donc, contre les... Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est 5. C'est les 4 derniers contre 4, les Bucks. 5, 6. Imagine, c'est pas juste 5 victoires d'affilée, c'est 3, 4, 5, 6, 4 contre la meilleure fiche dans la Ligue cette saison, Milwaukee, et ensuite 1 contre les puissants Warriors qui eux-mêmes n'avaient pas perdu depuis longtemps. Donc, c'est tellement des victoires de qualité qu'à un moment donné, tu te mets à... Tu oublies comment perdre, et c'est parfait, là. Et tu oublies les petits détails. Ouais. Tu oublies l'effort ultime, peut-être, que ça prend pour gagner un titre de la NBA parce que tu flottes sur une vague. Tu veux surfer sur la vague, mais tu veux aussi refocuser. Et c'est là que j'ai trouvé ça super utile de dire, OK, les boys, on n'est pas indestructible. On n'est pas magique. On ne va pas gagner cette série-là en 4. Alors, ça a donné le ton pour le match d'hier, qui a été vraiment un de leurs meilleurs de la saison, encore une fois. Puisqu'on parle juste d'une série, je vais faire une 1000e parenthèse dans ce podcast-là. On est là pour ça. Tu parlais du Box and One. William Archambault, hier, nous en a dit une belle. Steph Curry, après justement le match numéro 2, il nous a dit aux membres des médias, « J'ai pas vu ce genre de défense-là depuis mon temps à Davidson. » J'ai demandé à William, est-ce que tu te souviens avoir vu ça? William me dit oui, et non seulement c'est un Box and One, c'est un Triangle and Two. Donc, il y a 3 gars dans la clé qui forment une zone en forme de triangle. Et c'était Loyola Maryland, si je me souviens bien. Marymount, je pense. Ouais, mais je pense que Max Boudreau m'avait dit Maryland. En tout cas. Je pourrais regarder. En tout cas, un ou l'autre, clairement. Probablement Marymount, en tout cas. Donc, Triangle and Two. Steph Curry a terminé la rencontre avec 0 points. Parce qu'il y avait 2 gars en permanence sur lui. Incroyable. Mais sauf que là, après Davidson a gagné par 30. Mais c'est ça, parce qu'après ça, il te reste 4 joueurs contre 3 le reste du temps en attaque. Tu as tout le temps un surnombre numérique. Je comprends que tu veux sortir le meilleur joueur du match, mais il y a des limites à faire ça. Donc, ça en dit long sur le niveau universitaire et sur à quel point c'était un franc-tireur extraordinaire, mais c'est excellent comme anecdote. Et William a terminé la rencontre avec 13 points. Et c'est drôle parce que on l'a vu sur Twitter à ESPN hier. Jalen Rose a ressorti ce match-là et il a lu la feuille de pointage. Donc, il a dit justement, Steph Curry a terminé avec aucun point, mais vous voyez sur le banc, William Archambault a terminé avec 13 points. Ça, c'est très drôle. Donc, William Archambault, faut que j'aille retrouver ça. A été nommé par Jalen Rose du côté de ESPN. Donc, voilà, c'est un type de stratégie qu'on emploie au niveau secondaire quand on a un bon joueur et que les autres, savent à peu près pas tirer ou presque. Là. Lorsque tu as un joueur exceptionnel, tu le surveilles, tu dis aux autres, nous. Mais dans NBA, plus difficile. Ben regarde, Steph Curry, en ce moment, il joue un peu tout seul dans cette série-là. Avec l'absence de KD, le fait que Draymond, c'est pas un grand marqueur, et là, Klay Thompson qui se blesse à la fin du match numéro 2, qui n'a pas joué le match numéro 3. Curry, hier, incroyable, Alex. Il tirait de partout. Il a fini avec 47 points. On peut rien lui reprocher. Mais il reste que c'est comme aller à la guerre
puis tous les soldats autour de toi, c'est pas des soldats capables de vraiment rivaliser avec l'adversaire. Alors, tu essaies de faire du mieux que tu peux, de les rallier, de les mener, mais c'était normal en bout de ligne que Curry puisse pas tout faire tout seul. En contrepartie, les Raptors, eux, ont montré toute leur profondeur, encore une fois, et pour moi, c'est ça la grosse raison de leur succès en série depuis maintenant 2 ou 3 semaines. Il y a eu Kawhi au début qui les a transportés, et en cours de route, quand Van Vliet s'est réveillé, quand Gasol s'est mis à en faire un peu plus, Danny Green, là, qui retrouve des repères absolument hors sorti de nulle part en finale, et clairement, il est à l'aise en finale, ce bonhomme-là. Donc là, tout d'un coup, tu es rendu où tu as une équipe, les Raptors, qui a 7 joueurs qui contribuent contre une équipe des Warriors qui a Curry qui marque des points. Draymond fait ce qu'il peut, mais c'est pas sa force marquer des points. Thompson n'était pas là et les autres joueurs autour. Écoute, qu'est-ce que tu vas gagner comme série quand les gars que tu utilises, parce que là, avec Looney qui est absent, c'est un autre gros morceau. Alors hier, là, c'est parce que là, tu fais appel à des Jerebko, à des Bell, à des Alfonso McKinney, à des Bogut qui vient de revenir dans la Ligue il y a 2 mois, à Quinn Cook qui est un joueur non repêché, à Livingston qui est en fin de carrière, Iguodala qui est un bon joueur mais qui est blessé puis qui n'est pas jeune lui non plus. DeMarcus Cousins qui a connu un match horrible hier, honnêtement. Là, j'ai tellement été déçu. Je m'attendais à avoir une performance de Cousins, peut-être un 27-28 minutes, mais à 20 points. 8 ou 9 rebonds, mais... À quoi on s'attendait de ce gars-là? Ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Il pèse 275 livres, puis il revient d'une blessure pas évidente. Alors, ce qu'il a donné au match numéro 2, c'était inespéré pour Steve Kerr, mais de penser qu'il pouvait donner ça pendant 6 matchs pendant la finale, c'est normal qu'hier, ça a été plus difficile. C'était ça le risque de le ramener après tout ce repos. Il ne peut pas être en forme, ce gars-là, en ce moment-là. Donc, c'était ça hier. C'était la preuve que les Warriors ont besoin que Durant et Thompson reviennent à tout prix. Les deux pourraient jouer au match numéro 4 vendredi soir. C'est d'ailleurs notre prochain rendez-vous à RDS, vendredi 21h. Et si un des deux joue, déjà, ça peut faire une grosse différence. Si les deux jouent, c'est encore mieux. Mais là, encore une fois, dans quel état seront-ils? Parce que Klay Thompson, sa blessure, ça ne guérit pas par magie. Et Kevin Durant, tu me disais tout à l'heure, n'a toujours pas pratiqué. Ça fait 1 mois qu'il n'a pas joué. Mais seul, souvent. Donc, avec l'équipe, là... Et Steve Kerr nous a dit, je pense que c'était même avant le match numéro 1, il doit s'entraîner au moins une fois avant de jouer. Donc, s'il ne s'entraîne pas aujourd'hui, j'ai l'impression, ou demain matin, lors du shoot-around, je peux pas croire qu'il va jouer. Et, même là, un shoot-around, Alex. Et en 2 jours, qu'est-ce qui va changer en 2 jours? Ben, s'il était proche de se sentir bien, puis là, il est encore plus proche, parfait. Mais 2 jours. Tu peux pas arriver au plus haut niveau qui soit. Là. C'est la finale de la NBA. L'intensité, la rapidité, l'exécution, il n'y a pas plus élevé que ça sur la planète en ce moment. Et tu n'as pas joué depuis 1 mois, puis tu as une blessure un peu sensible au niveau du mollet. Alors moi, si je suis Nick Nurse, puis je vois ces 2 gars-là en uniforme demain soir, je dis, parfait, les gars, il va falloir être vigilant, il va falloir les surveiller, c'est des francs-tireurs, pas besoin d'être à 100% pour tirer de l'extérieur. Mais en défensive, quand ils vont être en défensive, on y va, là. On s'attaque à eux. On fait courir Durant. Je ne sais pas qui va surveiller, là, mais toi, ton travail, là, c'est de le faire travailler le plus fort possible, de l'épuiser. Des écrans durs, là, des hard screens, puis... Des changements de direction. On attaque l'anneau. On va te tester, là. Parce que si t'es guéri par magie, chapeau, tant mieux pour toi. Mais moi, j'y crois pas. Alors, je pense que ça va être un super intéressant match d'échecs demain de dire, OK, vous êtes là, qu'est-ce qu'on fait maintenant que vous êtes dans la formation? Et ça ne veut pas dire que les deux vont jouer, là, soit dit en passant. C'est juste qu'on nous dit du côté des Warriors qu'il y a des chances que les deux soient prêts pour le match numéro 4. Ça pourrait changer la donne, mais... Puis, tu sais, juste pour compléter sur les blessures des Warriors... Hein, on peut y aller pendant 1 heure. Ah, c'est sûr, mais je veux y aller plus vu d'ensemble. Ils ont été bénis pendant cette séquence de 5 ans maintenant. C'est leur 5e année de brio. Ça avait commencé en 2014. Ils avaient commencé à établir un petit peu, à semer les graines qui allaient donner la séquence qu'on voit là. Mais en 2015, ça a été le vrai début, l'arrivée de Steve Kerr, le premier championnat. Et 2015, 16, 17, 18, 19, c'est une équipe qui a été remarquablement en santé, surtout en série. Alors, je dis pas que c'était une question de temps avant que les roues du vélo débarquent, mais on en a demandé beaucoup. Steph Curry, en début de carrière, c'était pas le gars le plus en santé. Non. Et il trouve le moyen de rester sur le terrain. Chapeau à son régime et sa façon de s'entraîner et les thérapeutes et tout ça. Mais
tôt ou tard, ça allait être plus difficile. Il a raté des matchs cette saison. Klay Thompson n'avait pas raté de match 120 depuis... matchs éliminatoires consécutifs. 120 matchs de suite en série. Il n'a raté aucun match éliminatoire depuis le début de sa carrière, essentiellement. Tu joues tellement de basket sur une période de 12 mois par rapport au reste de la ligue, par rapport à tout le monde sur la planète. Tu sais, ça commence en septembre, le camp d'entraînement, octobre, mais il se rendait tout le temps à la mi-juin. Alors, c'est beaucoup de basketball, tu joues du basket sans arrêt, tu joues des gros matchs à intensité élevée, tu joues même les Olympiques des fois, dans le cas de Durant, dans le cas de Klay Thompson. Donc, t'arrêtes pas. Tôt ou tard, ça allait les rattraper. Je dis pas que les Raptors avaient besoin de ça pour gagner la série, mais je suis pas surpris de voir des blessures en ce moment dans l'univers des Warriors. C'est drôle, regarde ce qui se passe avec LeBron James. LeBron James a atteint la finale année après année, après année, après année, après année, et là se blesse cette année avec les Lakers. C'est normal. Puis c'est les séries. Puis c'est les Olympiques. Puis c'est quoi? La séquence de LeBron en série, c'est quoi? C'est encore pire que Klay Thompson. C'est lui qui a la séquence active sans rater le match. En tout cas, c'est un chiffre ridicule. Pour moi, ça me fascine. C'est des robots, c'est des gars qui s'entraînent plus que les gars de l'époque. Il y a toutes sortes de façons d'entretenir notre corps. Ils disent que LeBron dépense comme $1 million par année pour garder son corps en santé, puis pour lui, c'est des peanuts. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Sauf que cette année, c'est ça. LeBron, on a vu la même preuve que ce qu'on voit un peu avec les Warriors. Les Raptors se devaient de capitaliser sur cette situation hier. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est pas fini, mais disons que pour l'instant, Toronto fait ce qu'ils ont à faire. Ouais. Au pire des cas, ils reviennent à la maison à 2-2 pour le match numéro 5. Et dans le mieux, ça serait 3-1, puis ça serait la folie furieuse lundi soir à Toronto. Deux choses. Une, c'est vraiment Loyola Maryland pour Steph Curry. Intéressant parce que je pensais pas que ça existait, je pensais juste à Loyola Maryland. OK. L'autre chose qui m'énerve profondément depuis hier, les gens disent, bon, si les Raptors remportent ce championnat-là, on va pouvoir dire que c'est parce que Kevin Durant n'était pas là, parce que Klay Thompson était blessé. Je vous lis sur Twitter et ça m'énerve profondément et je vais vous dire pourquoi. On va remonter, si vous voulez bien, à 2015. J'adore quand Alex fait ce genre de tirade, soit dit en passant. Vas-y. Cavaliers contre Warriors. Le premier titre des Warriors. Il y a des gens qui ont la mémoire courte, je pense. Parce que, souviens-toi, Kevin Love, blessé, ne dispute pas la finale. Kyrie Irving se blesse dans le match numéro 1, si je me souviens bien. Ce fut son dernier match de la finale. Est-ce qu'on s'en souvient encore en 2019? Tu viens de prouver ton point admirablement, mon cher. Dans l'immédiat, s'il y a des gens qui pensent ça, tant mieux pour eux, tant pis pour eux. On ne se rappellera pas de ça dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. On va juste regarder la liste des champions, puis on va voir Toronto si on arrive là. Moi, ça me dérange pas. J'avoue que c'est un peu achalant, mais ça fait partie du sport. Si Chris Paul se blesse pas. Ça teste ta profondeur. Puis c'est comme ça qu'en bout de ligne, tu arrives à déterminer à quel point les équipes se démarquent l'une des autres. Les Warriors méritent encore plus notre respect et notre admiration d'arriver à 5 finales d'affilée avec 3 titres à leurs 4 premières présences parce que justement, les blessures font partie du sport et ils ont été capables de s'imposer année après année. Alors, je m'en fous de ces gens-là qui ne croient pas. Les Raptors mérite ce qui leur arrive présentement. Masai Ujiri mérite ce qui lui arrive parce que la profondeur, ça part du directeur général qui doit la bâtir et ça part ensuite des entraîneurs qui doivent rétablir la confiance graduellement de certains joueurs. Serge Ibaka hier. Serge Ibaka là, a joué le pire match de sa carrière en match éliminatoire et le meilleur. Première demi pourrie. Première demi horrible. Deuxième demi, je pense que tous ces blocs ont été en deuxième demi, sinon peut-être... Il a fini avec 6 blocs. 6 blocs, 6 rebonds. 6 points. 6, exact. Alors, en fait, ouais. Mais il a affecté le match. Alors, veux pas, hier, t'avais... Ibaka était comme ton 7e joueur, si tu veux. Mais il a affecté le match. Van Vliet encore en haut de 10 points. Et ton 5 partant, et ça, c'est une statistique... 6 points, 5 rebonds, 6 blocs. 6-5. C'est le fameux triplé 5-5-5, là? Mais là, c'est on vient de l'inventer. 6-5. En 22 minutes. La statistique historique qui est sortie hier soir qui m'a vraiment impressionné, c'est la deuxième fois depuis 20 ans en grande finale de la NBA qu'une équipe voit tous ses membres de son 5 partants marquer 15 points ou plus. La seule autre fois où c'est arrivé, c'était les Spurs en 2013 avec Kawhi Leonard, soit dit en passant, si vous cherchez la Après avoir battu les Warriors également. Après avoir battu les Warriors. Alors, une production équilibrée comme ça, où Green t'a réussi 6-3 points, où Siakam fait du bon boulot en transition, beaucoup aussi.
Kawhi connaît un de ses meilleurs matchs depuis des semaines parce que les chiffres nous disaient que lors des 9-10 derniers matchs, il tirait moins bien du périmètre, semblait plus fatigué, tout ça. Larry a été exceptionnel. 23 points avec 9 passes décisives, 4 rebonds, 5 tirs à 3 points réussis. Juste brièvement, pour revenir sur Kawhi Leonard, j'ai posé la question à William dans le reportage d'hier. Si on regarde le pourcentage du plancher de Kawhi Leonard depuis la série contre le Magic, ça diminue. Donc, série après série après série après série. Ce que je me demande, est-ce que ça diminue parce que les équipes sont meilleures ou ça diminue parce que Kawhi est fatigué? Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Il y a peut-être un peu des deux, mais clairement, hier, Kawhi a été quand même très bon. 30 points, mais 9 en 17, donc a tiré au-delà de 50%. Et j'aime Kawhi parce qu'il s'amène beaucoup à la ligne des lancers francs depuis le début de cette finale. Dans le match numéro 2, il a établi le record également, 16 en 16. Donc, le plus grand nombre de lancers francs réussis sans rater dans un match de finale. Donc, il attaque. Même s'il n'est pas à 100%, continue à attaquer l'anneau et à se rendre à la ligne des lancers francs. Hier, tu as eu la meilleure version de tous les joueurs de ce que tu voulais voir. Et c'est ça, les séries de la NBA. C'est d'arriver à trouver les bons outils au bon moment. Je reviens à mon point de tout à l'heure. Les coachs font partie de ça. Ils méritent beaucoup de crédit. Quand Ibaka connaît une première demi difficile, je ne sais pas quel entraîneur adjoint a la mission d'aller lui botter le derrière puis de lui faire comprendre qu'il doit jouer mieux, mais ça a été réussi hier. Je ne sais pas qui a donné la confiance à Fred VanVleet. Je comprends qu'il y a l'élément de son fils qui est né puis tout ça, mais clairement, on a travaillé positivement avec lui pour lui redonner les bonnes sensations et il a ensuite changé le cours des séries pour les Raptors. Danny Green, qui a travaillé avec lui, je comprends que les gens l'encouragent puis il lui disait « je reçois des messages partout ». Mais ça revient aussi aux entraîneurs. C'est le message que tu passes, la confiance que tu passes. Parce que Nick Nurse, à plusieurs moments durant les dernières semaines, aurait pu dire « Danny Green, on va t'asseoir pas mal plus. Tu débuteras plus les matchs. Tu vas être notre 7e homme. Tu vas nous donner un 12 minutes. On va se débrouiller autrement. » Ils l'ont pas fait. Et il y a des moments où ça me rendait fou parce qu'il ne donnait pas grand-chose. Mais défensivement, il continuait à être solide. Son leadership, évidemment, son expérience dans les grands matchs. Et là, il retrouve sa touche du périmètre au meilleur moment possible pour Toronto. Alors, pour l'instant, on pèse sur tous les bons boutons du côté des entraîneurs. Je reviens, par exemple, à mon point original de cette balado. Le travail est loin d'être terminé. La moitié du travail est fait en finale. Il y a des signes positifs. Il y a des blessés du côté de l'adversaire. Mais si vous pensez que les Warriors vont simplement permettre à cette série de se finir en 5, ça serait mettre un doigt dans l'œil. Non, parce que hier, là, je comprends que KD n'était pas là, Klay Thompson n'était pas là. Ça n'a pas été facile. Parce que souvent, les Warriors sont revenus à 7-8 points. Et là, soudainement, un gros tir à 3 points de Danny Green, un gros tir à 3 points de Fred VanVleet. Chaque fois que les Warriors se sont approchés, automatiquement, les Raptors ont répliqué. Mais hier, on a gagné par 14, mais c'est un match plus serré que ça. Et ça a été compliqué sans Thompson et sans Durant. Si Thompson revient, moi, honnêtement, j'ai hâte de voir Klay Thompson. Parce que c'est un gars qui dribble à peu près pas. C'est un gars catch and shoot, donc attrape le ballon et tire. Mais un tireur comme ça doit trouver son endroit pour tirer. Et pour se rendre là, tu dois travailler fort. Tu travailles fort. Et sur une jambe, parce que si tu veux faire une cote, si tu veux couper rapidement, sur une jambe, là, bonne chance. C'est difficile. Donc, simplement de trouver son endroit pour tirer, ça va être compliqué. Par contre, les Raptors doivent le surveiller. Donc, ça enlève un peu de pression à Steph Curry. Mais l'affaire, c'est que Steph Curry et Klay Thompson, à eux deux, vont peut-être finir, je ne sais pas, à 60 points. Mais hier, Quinn Cook et Steph Curry ont terminé à 56. Non, puis tu peux pas te fier, comme je répète, sur des Quinn Cook, des Alfonso McKinney, des Andrew Bogut, des Sean Livingston, même à ce point-ci de sa carrière, pour gagner des matchs puis aller chercher un paquet de gros paniers. Alors, ça montre les limites de toute équipe, quand même les Warriors sont peut-être à court de ressources. Honnêtement, je pense que Thompson va jouer. Et je pense que même hier, il a fait du lobbying selon ce qu'on a lu après le match. La question a été posée à Stephen en conférence de presse après le match. On a entendu parler que Thompson a vraiment tout fait pour tenter de vous convaincre en tant qu'organisation de jouer hier et qu'ultimement, ça a été la décision de l'état-major de l'asseoir dans le but d'être plus prêt au match 4. Et il a dit ça, c'est à l'interne, je ne veux pas parler de ça. Mais c'est ce qu'on comprend, que Thompson voulait vraiment jouer. C'est un guerrier, ce gars-là. C'est un gagnant. Moi, je pense qu'il va être dans la formation. Mais à quel point il va être efficace, comme tu dis, grosse question. Durant, c'est une situation plus compliquée.
Les deux sont agents libres, hein, soit dit en passant, à la fin de la saison, Durant et Thompson. Mais tout le monde prend pour acquis que Thompson va revenir à Golden State et tout le monde prend pour acquis que Durant va quitter. Alors, est-ce que Durant est aussi investi dans la cause collective au point où il pourrait jouer blessé et courir un certain risque de se faire mal à nouveau? Ça, je suis moins sûr. Je pense que s'il y a moindrement un doute ou de la douleur ou un médecin qui lui dit il y a un risque de jouer, peut-être, puis tu m'en parlais avant qu'on commence l'émission, peut-être que tout ça, là, depuis un mois, là, c'est une équipe qui tente de garder le narratif de Durant sur la table en disant il pourrait revenir, mais que dans les faits, il reviendra peut-être juste pas. Exactement. Puis si Durant ne revient pas, c'est pas la fin du monde. Là. On a encore une excellente formation du côté des Warriors de Golden State. Mais ça va être évidemment plus compliqué. On aurait eu besoin de tous nos outils dans cette série-là. Ouais. Et en ce moment, il nous manque 2 gros outils en plus de Looney, qui lui ne reviendra assurément pas. Donc, si tu colles tout ça ensemble, tu te dis, ouais, à un moment donné, c'est difficile là, parce que les Raptors sont en pleine confiance. Mais c'est une série vraiment fascinante. Ouais. Les codes d'écoute à RDS continuent d'être excellentes. On vous remercie beaucoup de nous suivre. On va refaire un Facebook Live lors de la demi du match numéro 4 pour répondre à vos questions. Vous l'avez fait hier, toi, Peter et Max Boudreau. Au match numéro 4, ça va toi, Peter et Will. Exact. Et je pense que c'est une expérience qui mérite d'être refaite parce qu'il y avait beaucoup d'interactions par la page Facebook. Petit mot rapide sur le repêchage de la NBA. À moins d'un gros problème inattendu de dernière minute, on va vous présenter en direct au rds.ca ce repêchage du 20 juin prochain, donc dans 2 semaines exactement, en exclusivité sur le site de RDS. Ouais. Tu seras en compagnie de Peter, qui connaît beaucoup les espoirs de l'NCA, qui est l'homme idéal pour jaser pendant presque 3 heures, là, parce que c'est quand même toute une soirée. Et on va surveiller tellement de choses. On va surveiller, bon, évidemment, on s'attend à ce que Zion soit pris numéro 1 par la Nouvelle-Orléans, mais après ça, c'est pas clair. R.J. Barrett à New York, est-ce qu'il va y avoir des transactions durant la soirée, comme ce qui arrive souvent? Anthony Davis, on pourrait bouger. Ensuite de ça, on rajoute le facteur canadien à tout ça, parce que oui, il y a Barrett, mais là, il y a Brandon Clark de Gonzaga qui est projeté dans le top 12, selon ce qu'on lit, qu'il y a beaucoup d'équipes qui aiment beaucoup Brandon Clark, qui est natif de la Colombie-Britannique. Il y a Nickel Alexander Walker de Virginia Tech qui devrait partir top 20. Et il y a notre ami Luguentz-Dort. On sait toujours pas. Ronde, début deuxième. J'ai vu Luguentz projeter n'importe où entre 20 et 40. Alors, à ce point-ci, il doit travailler. Il le fait là, depuis plusieurs semaines dans toutes sortes d'entraînements individuels avec les équipes. Il travaille pour séduire une équipe qui choisit entre 20 et 31. Ouais. C'est ce que ça prend. Est-ce qu'il va en trouver une? Je sais qu'il a fait très bonne impression à Portland avec les Blazers. C'est vrai. Que les Blazers semblaient trouver ses atouts physiques avec son gabarit, sa défensive, son explosivité et qui pourrait cadrer de façon intéressante là-bas parce qu'on n'a pas trop un réserviste comme lui sur le banc là-bas après McCollum et Lillard. Ça serait un bon fit, à mon avis. Donc, c'est ce qu'on souhaite, là, c'est qu'il soit pris quelque part entre 20, mais probablement plus 25, 26, 27, 28. Et tu vas être en direct avec Peter pour couvrir ça. Et Luguentz dit toutes les bonnes choses, hein, vraiment, depuis 2 semaines. Dès qu'on lui parle une question, qu'est-ce que tu amènes? Ben, je pense que je suis bon défensivement. C'est défensif. Il le sait. Son tir doit être amélioré. Il le sait, c'est clair. Tout le monde le sait. C'est pour ça que j'imagine qu'il se concentre sur je peux amener vraiment un bon élément défensivement. Mais je pense qu'en processus d'entrevue, ce bonhomme-là arrive à se démarquer des autres. Parce qu'on le sait, on lui a parlé souvent. Il a tellement de bonne tête sur ses épaules. Il a les 2 pieds sur terre. Il a une bonne structure familiale. Il est humble. Il est prêt à travailler. Il est conscient de ses limites, comme tu dis. Moi, je pense qu'il a énormément d'attributs pour une équipe de la NBA qui va en interviewer de tout genre, hein, des joueurs, des gars qui viennent d'Europe, des gars qui viennent des États-Unis, de petites écoles, grandes écoles, des gars qui ont eu des problèmes hors terrain ou en tout cas qui sont un petit peu moins des valeurs sûres. Et pour moi, Luguentz, c'est une valeur sûre au niveau de caractère, au niveau des impondérables, je le dirais comme ça. Alors, j'ai confiance qu'il va être pris en première ronde. Et si oui, je le rappelle, ce serait un moment historique pour le Québec. Il n'y a pas eu de Québécois sélectionné en première ronde depuis 1985 avec Bill Wennington, qui est natif du West Island, qui n'avait même pas été pris par les Bulls, mais qui a été connu avec ses années avec les Bulls et Michael Jordan plus tard dans les années 90. Mais c'est pas arrivé depuis Bill Wennington. Et Bill Wennington n'était même pas, je dirais, le cas classique du Québécois qui a passé beaucoup de temps ici. Il est allé se développer ailleurs. Là, ça serait en 2019, là, un Luguentz-Dort de Montréal-Nord.
Ça serait magique. Ça serait incroyable. Je lui souhaite. Et si jamais il est pris en début de deuxième ronde, entre vous et moi, ça ne va pas déterminer le reste des choses pour lui. Mais le symbole, le prestige, l'importance qui vient avec un choix de première ronde, ça ne serait pas négligé. Oui, on va être là. Ça fait le tour, mon cher? Ça fait le tour. Donc, je vous le rappelle, vendredi soir, 21h, ça débute avec un autre et un dernier montage de nos amis des disques 7e ciel avec une chanson de Fouki. Ça donne le ton. On va être là pour toute la soirée. Tu seras en compagnie donc de Will Archambault. Ouais. Et Peter? Et non, de Max Paulus. Alors Max que Paulus Peter, lui, revient à la demi pour l'informateur. Avec d'excellents bas, probablement. Hier, c'était des bananes. On a eu beaucoup de commentaires dans le Facebook Live sur les bas de Peter. Exactement. Alors, tu réunis les deux amis de Davidson qui connaissent bien Steph Curry. Vous allez avoir une super soirée. Et moi, mon prochain match, tu seras à Toronto lundi pour le match 5 où moi, je reviendrai en studio. Ouais. Honnêtement, Alex, c'est une vague. On aimerait ça que ça se termine jamais, mais ça se pourrait qu'il y ait pas d'autres balados avant que la série soit finie. Au pire, allez, si c'est ça qui arrive, on va en faire une dernière pour boucler la boucle sur la saison, parler un peu du repêchage. Mais de penser que 2 mois viennent de se passer, là, passe vite. C'est un petit peu surréel. Hein? C'est comme on disait, c'est un paquet de matchs qui se mélangent dans ma tête. C'est beaucoup de rencontres, mais beaucoup de bons moments. Écoutez. Et même l'antichambre hier. Ouais. C'est vraiment. Ben, c'est la 3e fois. Oui, mais c'était une demi-heure presque complète à parler d'un match qui servait un peu d'avant-match. Là, puis que je pense qu'on vous refait l'expérience vendredi soir en On sera là pendant peut-être 3-4 minutes là, parce que je sais que c'est une émission spéciale Formule 1. C'est à cause de la Formule 1, ça va être un peu moins exhaustif. Mais je pense que lundi, vous allez y retourner. Je pense que lundi, on va refaire un bon segment, mais que des propriétés connexes à RDS comme l'antichambre qui généralement vont parler plus de hockey et que là, tout d'un coup, eux autres aussi embarquent et comprennent l'ampleur de l'événement. Pour nous, ça a été un 2 mois extraordinaire et c'est ça. Il faut que ça finisse éventuellement puis qu'on puisse dormir et faire d'autres activités. D'ici 10 jours, ça va être terminé. Mais non, franchement, là, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ouais. Alors, c'est ça, vendredi soir, 21h, et nous, on se retrouve prochainement, peut-être jeudi prochain, ou du moins très bientôt pour une autre balado. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci, Alex. Merci. Bonne journée.